j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, comme prévu, on se retrouve pour un mini vlog. Oui, parce qu'il ne sera pas très long vu que je n'aurai pas beaucoup de lectures à vous présenter. Mais du coup, je voulais quand même en profiter pour vous insérer quelques images de Naoshima. Voilà, c'était un petit peu le but. Et en même temps, bah, écoutez, puisqu'on est dans le mois de l'art, bah, de vous présenter en fait ce que j'ai lu pour le challenge. En sachant que c'est encore en cours et que y en a certaines qui ne sont pas forcément terminées. Voilà. Alors, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet puisque je voulais d'abord vous parler de la Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Donc oui, on commence par un petit classique de la littérature de fantastique et de l'épouvante du 19e siècle, donc c'est 1837 je crois, mais qui fait partie effectivement de cette littérature du 19e qui a donné les bases à ce qui va être écrit plus tard. Voilà. Dans cette histoire, nous avons Monsieur Peyrorade dans le sud, à côté de Perpignan, qui a fait une découverte dans un champ d'oliviers et qui a découvert une statue de cuivre d'une Vénus. En tout cas, lui, il l'interprète comme ça. Il s'agirait d'une statue de Vénus typique de l'Antiquité grecque et classique. Et excusez-moi si j'ai un petit peu de mal à parler, mais j'ai pris un coup de froid. Voilà. Et donc du coup, en fait, il est complètement fasciné par cette statue, par sa beauté, par sa perfection. Et un archéologue de Paris qui est également antiquaire va venir lui rendre visite pour pouvoir observer cette statue de plus près. Cette statue, donc en cuivre, donc complètement en métal, ce qui est une particularité en soi, a également des yeux complètement blancs, ce qui est un petit peu particulier, voilà, et elle exerce une très forte fascination, mais une fascination différente selon les personnes. Monsieur Peyrorade, par exemple, est complètement obsédé par cette statue, il y pense jour et nuit, il ne pense plus qu'à elle, il ne pense qu'à ça, et sa vie tourne autour de cette statue. La femme de cet homme, par contre, elle est complètement effrayée par cette statue, elle veut s'en éloigner au maximum. Pour elle, elle ne présente rien de bon, elle ne présage vraiment rien de positif. Et donc nous allons rencontrer comme ça plusieurs personnages qui vont avoir des réactions assez particulières vis-à-vis de cette statue. Entre-temps, vous avez le fils de Monsieur Peyrorade qui doit se marier à une jeune fille du village. C'est une jeune fille qui est très belle, qui en plus vient avec une dot, donc avec beaucoup d'argent. Un petit peu le mariage rêvé, puisqu'elle est belle, elle est riche, donc c'est parfait. Mais c'est un mariage de convention et en fait, aucun des deux jeunes gens n'est intéressé par l'autre. Et autant le fils, en fait, prend ça comme une opportunité et un moyen d'en profiter, même s'il se fout un petit peu de la personne, ce qu'il fait comprendre à plusieurs reprises. Autant elle, par contre, elle le subit comme un peu comme une punition, voilà. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de rare à cette époque-là. Voilà, alors je m'arrête là pour l'histoire. Alors, est-ce que j'ai aimé cette nouvelle court roman? Je ne sais pas bien comment ça avait été présenté à l'époque. De nos jours, ça se présente souvent soit dans des toutes petites éditions, mais souvent accompagné d'autres nouvelles, soit dans des plus grosses éditions, mais aussi accompagné d'autres nouvelles. Donc, je pense qu'on peut la considérer comme une nouvelle plus que comme un court roman. Je tiens à le préciser parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le format nouvelle. Personnellement, c'est un format que j'aime beaucoup justement parce que ça permet de lire une histoire complète. En même temps, une nouvelle, ça ne permet pas non plus de développer une histoire autant qu'on le pourrait. Et c'est un petit peu ce que je reproche à cette histoire. Alors, j'ai beaucoup aimé... Pardon, j'ai beaucoup aimé la Vénus d'Île. Sincèrement, j'ai passé un très bon moment. Je trouve qu'on rentre très vite dans le vif du sujet. Dès la première page, j'étais prise. C'est un page-turner. Voilà, disons-le simplement, c'est-à-dire que j'avais très envie de voir la suite. Et en plus, ça se lit à une rapidité, ça se lit en 1 heure, quoi. Voilà. Donc ça se lit vraiment très vite pour ceux qui veulent tenter. Et c'est très prenant. Je trouve que le mystère, le suspense qui est autour de cette statue est très bien présenté. Et également la psychologie des personnages, même si, justement, comme c'est un format nouvelle, il n'est pas très développé, mais on comprend très bien ce qui leur passe par la tête, on comprend très bien les tenants, les aboutissants de pourquoi ils ont tendance à avoir des options différentes vis-à-vis de la statue. Et c'est vrai que du coup c'est assez intéressant. Et puis bien sûr quelques scènes un petit peu qui font un petit peu flipper parce qu'il n'y a pas de raison. Et j'ai trouvé qu'elles étaient plutôt bien amenées. Il y a certains détails bien sûr que je peux pas vous donner sans dévoiler l'histoire, mais que j'ai trouvé franchement bien foutu. Et du coup pour moi ça a été une très bonne surprise. Voilà. Donc, est-ce que j'ai beaucoup d'autres choses à en dire? À part ce que je viens de vous expliquer, non, puisque le format court ne permet pas d'en parler pendant des heures non plus. Et puis là, je vous expliquais à peu près ce que j'en ai pensé. Et voilà.
Alors, est-ce que je le conseille? Bah oui, forcément, parce qu'il est court. Il fait partie des grands classiques du fantastique et de l'épouvante. Donc, ça vous permet aussi, si vous avez envie de tester, de rentrer un petit peu dans le sujet. Pour les gens qui sont déjà à fond dans ce genre de thématique, mais qui n'ont pas forcément lu les anciens classiques, eh ben, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis, en même temps, je pense que, comme pas mal de livres quand même de cette époque-là, ce n'est pas toujours le cas, attention, hein, mais il y a pas mal de livres du 18e, 17e, 18e siècle, en fait, qui, même s'il y a des éléments de suspense, des éléments qui sont prenants et des éléments qui peuvent titiller un petit peu, ça n'est pas effrayant en soi, voilà. Donc, si la thématique épouvante, horreur vous fait un peu peur, vous inquiétez pas, hein. Voilà, vous allez pouvoir dormir la nuit, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Voilà, hein, donc il n'y a pas du tout de souci là-dessus, voilà. Mais écoutez, c'était une première lecture plutôt réussie. Et maintenant, je vais aller me prendre un petit truc pour ma gorge parce que j'ai du mal à déglutir. Je pense qu'avec... on a eu beaucoup de pluie pendant un certain temps, puis ensuite il a fait très chaud. Et là, on est dans la saison des pluies, comme ça devrait l'être normalement en juin. Mais du coup, avec la chaleur, il faut la clim, il faut... Enfin, moi, à la base, qui n'avait pas tendance à utiliser ça, au Japon, c'est indispensable parce que sinon, on colle tout le temps. Enfin, c'est dégueulasse, sincèrement. Si vous avez jamais eu la chance de venir en Asie ou même au Japon, à ces périodes de l'année, sincèrement. Mais le fait est que du coup, on tombe facilement malade parce que les changements de température sont gros. Mais en même temps, on ne peut pas faire sans. Voilà. Autant 40-45 degrés en France, en Espagne, il fait chaud, on s'enferme, on sait comment se protéger. Ici, on n'a pas d'autre choix que la clim. Parce que les murs sont fins, donc la température c'est la même à l'extérieur et à l'intérieur, et le taux d'humidité il rentre aussi à l'intérieur des logements, et en fait en mettant la clim ça assèche aussi l'air, voilà. Ça évite de coller en permanence et d'avoir l'impression de s'être lavé avec ses fringues, voilà, parce que c'est... pour vous donner un exemple, en ce moment, à 6h30, 7h du mat', il fait entre 25 et 26 degrés et le taux d'humidité est entre 70 et 75%. Voilà, en sachant qu'après, pendant le reste de la journée, ça augmente. Voilà, juste pour vous donner une petite idée. Alors, avant ça, par contre, avant que j'oublie, je vais en profiter pour vous montrer les images de Naoshima maintenant et donc je viendrai sur ma prochaine lecture après, je ne sais pas encore ce que ça va être. Et j'en profite aussi pour vous préciser que malheureusement, j'ai visité Naoshima à un moment donné où il pleuvait. Mais ces derniers temps, on a eu du mal à y couper. Et donc, du coup, j'ai pas pu visiter autant que je voulais. J'ai pas pu filmer autant que je voulais aussi à cause de la pluie. Mais je pense que je vous montre quand même un certain nombre de choses qui, d'après moi, sont assez intéressantes. Dont... J'en profite pour vous le détailler maintenant parce que je n'ai pas parlé dans les vidéos puisqu'il y avait quand même du monde et j'avoue que personnellement je n'aime pas parler en public. Voilà, quand je suis dans un parc où il n'y a personne ou dans des endroits où c'est pas trop, ça va. Mais c'est vrai que quand j'ai d'autres personnes autour de moi et qu'ils sont statiques, enfin je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Donc Naoshima, s'il y en a qui n'y sont pas allés, c'est une île qui est très très connue pour l'art et en particulier l'art contemporain. Il y a des événements régulièrement depuis plus d'une vingtaine d'années ici dans la préfecture de Kagawa et dans les îles environnantes, qui ont également, pardon, décidément, va y arriver, qui ont aussi ramené un nouveau type de tourisme, et en particulier les gens qui sont intéressés par l'art, que ce soit au Japon ou ailleurs, puisque Naoshima est quand même très très connu. Et donc tous les 3 ans, il y a une triennale où les artistes du monde entier viennent pour faire des, comment on appelle ça, des installations. Et certaines vont être retirées à la fin du festival, mais d'autres restent. Et donc maintenant, dans toutes ces îles et à Takamatsu, vous avez un ensemble d'œuvres d'art que vous pouvez visiter. Alors certaines, il faut payer, mais ce sont souvent dans des maisons anciennes réhabilitées. C'est aussi ce que ça permet de faire, c'est-à-dire de restaurer, de remettre en fait en état certaines très vieilles maisons qui autrement allaient s'écrouler, faute d'argent, faute de... voilà. Et en même temps aussi de revigorer un petit peu la vie dans ces petites îles, puisque ça permet d'avoir des petits cafés, des petits restaurants. Il n'y en a pas non plus à foison, mais il y a des petites choses comme ça qui font que c'est très vivant. Voilà, étonnamment, c'est très très vivant, alors que c'était un endroit qui se mourait, comme beaucoup, il y a 30-40 ans. Et donc Naoshima en fait partie. À Naoshima, vous avez entre autres une grosse citrouille à pois qui est très connue, qui est une œuvre de Yayoi Kusama. Mais il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'en fait, ça n'est pas l'original. Il y a quelques années, c'était il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années maximum,
Je vous retrouverai ça, je vous le noterai. En fait, il y a eu un typhon qui a complètement détruit la citrouille en question. Et donc, ce qu'on voit maintenant, depuis quelques années, c'est une copie. Voilà. Parce que l'original, elle est plus. Elle est plus, elle n'a pas été enlevée, elle n'a pas été mise ailleurs, juste elle a été bousillée. Voilà. Donc, du coup, celle-ci, bon, ça permet quand même de voir l'œuvre dans son emplacement. Également, il y a une série justement de maisons, comme je vous ai dit, qui ont été réhabilitées et qui chacune sont des sortes de petits musées. Et on peut acheter une entrée qui permet de faire tout le parcours de ces maisons-là. Et donc, c'est ce que vous allez voir. Ce sont des œuvres contemporaines, donc certaines vont être basées sur un certain type d'image. D'autres ont été en fait remplies de sortes d'objets réutilisés. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Et c'est difficile à expliquer parce que je ne connais pas forcément l'intention derrière chaque artiste. Certaines étaient bof, certaines étaient super sympas, je me suis régalée à prendre mes photos, mes machins. Et il y en a une en particulier que je dois vous expliquer, mais vous inquiétez pas, de toute façon vous avez les timecodes si vous voulez zapper mes blabla, mais parce que je n'ai pas pu filmer à l'intérieur. Et en même temps c'est une expérience unique que j'ai absolument adorée. C'est-à-dire que c'est une maison noire. Celle-là, elle a été complètement construite par Tadao Ando, si je me rappelle bien, qui est un architecte très très connu. Il a construit beaucoup de choses, y compris en Europe, y compris aux États-Unis. Et en fait, en rentrant dans cette maison, on ne peut rentrer qu'à 15 personnes maximum par session. Donc, il faut faire attention de bien, quand on prend le ticket, de bien regarder l'heure que vous avez sur votre ticket, parce que c'est la seule où l'heure doit être respectée, sinon, c'est mort, quoi. Voilà. Alors, vous rentrez dans le machin, mais en fait, il faut savoir que le but, c'est de rentrer dans une obscurité absolue à 100%. Donc, on vous explique bien pour rentrer de quelle façon il faut toucher les murs, parce qu'il y aura une partie du groupe qui part à droite, l'autre à gauche, pour réussir à trouver les fauteuils pour s'asseoir. Et c'est assez drôle, en fait, parce que c'est vrai qu'on se rentre un petit peu dedans, puis il y a un moment, on a l'impression que c'est un mur, puis en fait, on touche une personne. Alors, c'est un petit peu chaotique au début. Et en fait, une fois qu'on s'assoit, on nous demande de rester dans le silence absolu pendant un quart d'heure. Voilà. Et donc, en restant comme ça dans un silence absolu, c'est vrai que, en plus, il fait tellement noir, ça fait bizarre parce que c'est pas comme quand on est dans l'obscurité de la nuit, l'obscurité normale, où au bout d'un moment, on a les yeux qui s'habituent, on arrive quand même à avoir des formes. Et en fait, là, au bout d'un quart d'heure, alors bon, c'est expliqué en japonais, donc je me rappelle plus de tout à 100%, c'est-à-dire que je ne sais plus si ils ont commencé à mettre des toutes petites lumières, mais vraiment très très diffuses, ou si elles y étaient déjà et qu'on ne pouvait pas les calculer avant un quart d'heure. Sauf qu'en fait, au bout d'un quart d'heure, on arrive à y voir plutôt bien, et en même temps, c'est fait de telle façon que c'est brumeux. C'est-à-dire que, du coup, quand on doit se lever, parce qu'on nous demande de nous lever, et de naviguer dans la pièce, parce que là, on a le droit de marcher, on a le droit de toucher, il n'y a que des murs, hein, mais de toucher, de se diriger vers ce qui semble être de la lumière, vers ce qui semble être de la brume. Et en fait, c'est très bizarre parce que on voit les formes des gens, en fait. Vous savez, un peu comme dans les films où les vieux films avec des extraterrestres, où il y a le vaisseau extraterrestre qui s'ouvre, et on voit ces espèces de trucs allongés dans la lumière. Ça fait la même chose. Et en fait, tous les gens ressemblent à ça, en fait. Quand on se regarde, c'est ça qu'on voit, c'est très particulier. Et en même temps, quand on touche la brume, quand on touche la lumière, je vais pas tout vous dévoiler parce que ça serait dommage si vous voulez venir, mais il y a des petites surprises en fait, il y a des choses auxquelles vous vous attendez pas et qui en fait étaient là dès le début. Si on y réfléchit, en fait, tout était là depuis le début, mais comme on a les sens qui sont complètement exacerbés, on perçoit les choses différemment et on a tous nos sens beaucoup plus pointus en fait. Donc on fait attention à certaines odeurs, à certaines sensations. Il y a des endroits où c'est plus froid que d'autres. Enfin j'ai trouvé l'expérience franchement top. Je vous ai déjà dit, je suis pas forcément fan d'art contemporain parce que des fois je comprends pas trop je comprends pas trop ce qui se passe ni ce qu'on veut nous dire. Mais par contre, ce type d'œuvre d'art où en fait il faut expérimenter avec d'autres sens, ça c'est quelque chose que j'ai tendance à apprécier. Parce que justement c'est un petit peu comme être à l'intérieur d'une œuvre d'art. Et de la même façon qu'un tableau peut nous faire réfléchir à des millions de choses si on est touché par ça, là en fait on a le cerveau qui fonctionne sur plein de choses, plein de domaines, on a plein de pensées, plein de questions, on essaie de comprendre, on est un petit peu perdu et c'est aussi ce qui nous ouvre à de nouveaux horizons de pensée et de sensations. Voilà, donc ça par contre, perso, je trouve ça top. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vais arrêter de parler et aller m'occuper un petit peu
de mon état pour que je puisse ensuite vous parler d'une autre lecture, peut-être ce soir ou demain, on verra bien. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis, profitez-en et puis bah à très très vite hein, pour vous. Comme prévu, je vous récupère. Toujours un petit peu coincée. Le lendemain, soir, parce que j'avais pas mal de choses à faire après pendant la journée, donc j'ai pas vraiment pu vous reprendre avant. Et je ne sais pas, il y aura peut-être un petit bruit de fond, mais là c'est le déluge. Donc voilà, donc si vous entendez un grésillement un peu comme une poêle à frire, c'est la pluie. Voilà. Alors, là je vais vous parler du premier volume de Le photographe de Didier Lefebvre, dont je vous avais parlé pour le challenge de Mozart, justement, puisque c'était pour ça que je me l'étais prévu. Et en fait, il y a 3 volumes. Alors soit il y a une intégrale, en fait c'était celui que j'avais vu au départ, et puis finalement comme j'ai trouvé les 3 volumes, ça me permet de couper un petit peu. Et donc là bah, j'ai eu le premier, et donc je vais vous en parler un petit peu. Alors effectivement c'est un récit autobiographique de l'auteur, de Didier Lefebvre, qui est photographe, comme son nom l'indique, et qui a été envoyé avec une équipe de Médecins Sans Frontières en Afghanistan en 1986, donc au moment où il y avait la guerre avec les Russes, avec les soviétiques à l'époque, et où effectivement pour pouvoir accompagner cette équipe, il va devoir arriver au Pakistan et ensuite ils vont devoir rejoindre l'Afghanistan en passant par les montagnes, puisque les routes sont bloquées par les Russes, elles sont prises par eux et ils ne veulent absolument pas laisser passer les Occidentaux, les convois humanitaires et tout ce type de choses, voilà. Et donc en fait, s'ils avaient pu prendre la route, ça aurait pris une journée. En passant par les montagnes, ça prend 3 semaines, en sachant qu'il faut surtout marcher de nuit pour ne pas se faire bombarder, pour ne pas se faire... Enfin voilà. Et
Et donc en fait c'est tout ce récit, en tout cas dans ce premier volume, de tout ce passage dans les montagnes qui est extrêmement rude. Bah, je pense que ça j'ai pas forcément besoin de vous le préciser, hein. Les montagnes au Pakistan sont très très hautes, ça fait partie de la chaîne de l'Himalaya, hein, en partie, et donc ce sont des paysages très arides, très rudes, et en sachant que bah, y a toute une équipe de médecins, d'infirmières, en plus du photographe, une équipe aussi d'Afghans qui les aident pour le transport, pour tout ça, et également qui eux-mêmes bah, doivent apprendre pour pouvoir, doivent être formés en fait à un minimum de chirurgie et de médecine bah, pour pouvoir intervenir sur place et aider les gens, parce que sinon ils ne sont pas suffisamment. Donc les conditions sont extrêmement rudes, ils vont devoir former une caravane avec également une centaine de mules et une vingtaine de chevaux pour pouvoir transporter tout ce barda de médicaments, de tout ça, et avec tout ce tralala, bah, devoir se farcir les montagnes de nuit, enfin voilà. Donc vous imaginez bien tout le type d'aventure que ça inclut. Et puis j'imagine que les tomes suivants vont se concentrer justement sur ce qui s'est directement passé en Afghanistan pendant qu'il est resté là-bas. Alors mon impression, bien, en fait comme j'en avais parlé au moment où j'avais décrit ce livre, moi j'avoue que déjà l'une des choses qui m'a plu, alors sans forcément être fan du graphisme, le graphisme j'ai trouvé qu'il n'avait rien de beau en soi et puis rien de moche, c'est un graphisme assez... que je trouve, enfin qu'on retrouve quand même dans pas mal de bandes dessinées, surtout dans des choses assez réalistes. Donc ça là-dessus, j'ai pas forcément trop relevé à ce niveau-là, mais j'ai beaucoup aimé la combinaison de texte, de blocs de texte avec les images de bandes dessinées et avec les photographies qui ont été prises par l'auteur. Il y a un certain nombre de photographies en fait qui sont juste à l'état de film, donc j'imagine qu'elles n'ont pas forcément été développées, et d'autres qui ont été, en tout cas où on a en plus grand format, et elles n'ont pas l'air d'être sur le film, donc j'imagine qu'elles ont été développées. Voilà. Certaines photos sont très belles, vraiment très belles. Alors il n'y a pas de couleur, ce que j'ai un petit peu regretté, mais bon après c'est pas sa faute non plus, hein. J'imagine qu'il n'y avait pas forcément de couleur, mais j'avoue que surtout pour voir les paysages dans les montagnes, les rivières, ce genre de choses, c'est vrai que plutôt que de les avoir en sépia, j'aurais apprécié avoir un petit peu de couleur, même des couleurs fades, juste pour avoir un petit peu plus l'impression d'être là-bas entre guillemets, c'est-à-dire de le voir. Après, soyons honnêtes, j'ai aucune envie d'être là-bas dans les conditions dans lesquelles ils ont été, voilà. Hein, voilà. Moi c'est plus mon côté un petit peu touriste qui a envie en fait de voir et de découvrir le monde, juste de pouvoir avoir quelques vues sur les montagnes entre le Pakistan et l'Afghanistan qui m'aurait bien plu. Mais il y a certaines photos qui sont très belles, il y en a certaines qui sont assez touchantes, et il y en a certaines aussi, vu le contexte, qui sont pas forcément faciles à voir. Et j'ai trouvé que le récit en soi était passionnant, parce que c'est vraiment très intéressant de... alors peut-être que pour certaines personnes ce sera un petit peu lent, mais personnellement j'ai beaucoup apprécié de comprendre toute la préparation, même quand ils étaient à Peshawar avant de partir, la façon même avec laquelle ils emballent les cartons, avec laquelle ils doivent charger les choses, avec laquelle ils doivent s'organiser, se préparer. C'est quand même un mois de préparation avant même de partir pour l'Afghanistan, pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut, sans compter que même en ayant tout ce qu'il faut, c'est quand même catastrophe sur le chemin, c'est normal. C'est que des chemins de cailloux, de ravins, enfin c'est vraiment un truc... et j'avoue que j'apprécie en fait tout ce détail-là, parce que ça me permet pas forcément d'avoir l'impression d'y être, mais comme j'ai dit, parce que j'ai pas envie, mais en fait si, on a un petit peu l'impression d'y être, et de mieux percevoir la rudesse de tout ça, et en même temps aussi de mieux comprendre les enjeux de ce type d'organisation et de ce type d'OGM en fait, justement, qui pour aider les gens des fois sont obligés de passer par des trucs, voilà quoi. Et alors par contre j'en profite aussi pour, je vais pas faire de trigger warning vu le contexte où vous doutez bien quand même des choses qu'on va pouvoir trouver, des médecins en temps de guerre, enfin voilà, hein, c'est pas joli. Par contre oui, un petit trigger warning pour les gens qui sont comme moi, qui sont très sensibles au niveau des animaux. Alors comment expliquer ça sans non plus... les chevaux et les ânes qui sont là que pour transporter, ils sont traités comme de la merde. Ils sont traités comme... alors que ce sont des animaux dont on a vraiment besoin et auxquels justement il faudrait faire attention, parce que sans eux on est un petit peu dans la merde, hein, faut dire ce qui est. Ils sont traités comme... entre cognés, que je te tire par les oreilles, par la queue, machin. Et puis, à un moment donné, s'ils se blessent trop, ou si on n'arrive vraiment pas à les sortir de là où ils se sont foutus, machin, c'est pas grave, on le laisse là, puis ils crèvent tout seuls, quoi. On raccourcit pas sa peine, hein, voilà.
Et du coup, vu le format, j'avoue qu'il y a certaines photos, parce que bah oui, il y a des photos, pas que des images dessinées. J'avoue qu'il y a certaines photos que j'aurais préféré ne pas voir. Voilà. Bon, après, c'est la réalité des choses. Moi, personnellement, des choses comme ça me retourne l'estomac, ça me fait beaucoup de mal pendant longtemps, hein, bien après avoir lu. Donc, je sais que ça va pas me sortir, enfin, ça va jamais me sortir de la tête, mais c'est pas comme si je savais, c'est pas comme si je savais pas des choses qui arrivent aux animaux, je suis pas con non plus, hein. Mais malheureusement, ce sont des choses qui toujours me marquent beaucoup et très fort, même quand c'est juste des petites choses, et du coup, c'est... Voilà, j'aime bien éviter quand même de cumuler ce genre de sentiments dont j'ai pas forcément besoin, on va dire surtout le cumul, quoi, voilà. Et du coup, voilà, c'est vrai que là-dessus, j'ai eu un petit peu de mal. Et en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose de... Attention, je justifie pas du tout ce qui se passe, hein, mais... justement parce que la vie est déjà tellement rude pour les hommes que je ne comprends pas qu'on reporte ça sur... Enfin, voilà. Justement parce qu'on sait ce qu'on sait, on devrait éviter de le faire à d'autres, mais passons. Mais aussi en même temps parce que ce parcours et ce trajet est tellement dur, tellement difficile, et puis à deux doigts aussi de flinguer même les personnes qui sont là, que... Après, quand on y pense un petit peu honnêtement, on se dit aussi, mais de quelle façon est-ce que vraiment ils pourraient bien s'occuper des bêtes? Parce que c'est même les gens que je me tords une cheville, je me casse la gueule, ils ont failli en perdre plusieurs. Enfin, c'est tout le temps un merdier sans nom. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux pour alléger les souffrances des chevaux et des ânes dont ils se servent pour transporter, parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. Ils peuvent pas utiliser autre chose. Je dirais que à ce moment-là, je peux comprendre qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais à ce moment-là, de ne pas en rajouter. Voilà. C'est déjà bien de pouvoir utiliser certains animaux qui, sans eux, on serait bien dans la mouise, hein. Au moins de ne pas en rajouter sur ce qu'on leur impose, alors qu'en fait, ils ne font que nous aider, forcer. Donc, bref. Passons, c'était pas non plus le but que je passe 3 heures à parler des animaux, voilà. Mais en dehors de ça, sincèrement, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Comme je l'ai dit, il y a des passages qui sont difficiles pour plusieurs raisons, celles que j'ai citées, et puis pour d'autres, et puis voilà, c'est un pays en temps de guerre, et puis forcément, c'est pas ce que vous allez lire si vous avez besoin de lire un truc léger, forcément. Par contre, est-ce que je vais le conseiller? Pour l'instant, en tout cas, pour le premier tome, je préférais finir les 3 pour vraiment avoir une opinion, mais... ce premier tome, je trouve justement que c'est passionnant, ça permet vraiment d'avoir une vision qu'on ne s'imagine pas, parce que même quand on regarde des reportages à la télévision, on ne montre pas forcément, enfin non, on ne montre pas du tout en fait cet aspect-là. On va pas forcément, oui, on va nous montrer peut-être un petit peu de préparation, mais il faut que ça reste dynamique, il faut que ça passe à la vidéo, enfin vous voyez, c'est des choses comme ça pour que les gens continuent de regarder. Alors que là, on nous donne des détails qui d'habitude sont zappés. Et moi, justement, je les ai trouvés hyper intéressants. C'est vraiment ces détails-là qui m'ont plu, qui m'ont accroché. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. Encore une fois, c'est un petit côté aussi page-turner. Apparemment, c'est un petit peu le truc de la vidéo. Et voilà, donc du coup, ça s'est passé très vite. Donc, je vais lire les 2 autres. Et puis comme ça, je vous en parlerai quand je ferai un petit bilan de ce que j'ai lu en juin. Parce que j'ai quand même lu quelques petites choses, hein, l'air de rien. Ce qui n'est pas négligeable, hein, ces derniers mois, voilà. Et puis, écoutez, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à parler, je suis désolée. Ça me... et puis je suis un petit peu fatiguée, donc voilà. Donc finalement, c'est vraiment un tout petit vlog, je suis désolée pour ça. Mais écoutez, on reparlera de lecture incessamment sous peu, et puis au moins, ça m'aura permis de vous montrer quelques petites images de Naoshima. Alors, ah oui, 2 petites choses à préciser. Ça vous intéresse peut-être pas, mais premièrement, alors Naoshima et compagnie, vous n'allez pas en voir d'autres avant un moment, parce qu'une fois que la saison des pluies s'arrête, c'est pas pour tout de suite, mais une fois que ça va s'arrêter, ça va être la saison où on crève de chaud, et voilà, entre la saison des pluies et ça, en général, je fais comme les locaux, je m'enferme, on ne me voit plus, parce que c'est insupportable, voilà. L'été au Japon, c'est... Donc voilà, à moins qu'il y ait un jour où vraiment il fasse bon et qu'en plus ça tombe sur mon week-end. Puis après en août, ça va être les vacances et puis j'ai d'autres plans, voilà. Donc je vous montrerai ça une autre fois.
Sinon, je ne sais pas si c'était bien important de le dire, mais voilà. Sinon, également, je crois que dans la vidéo que je vous ai sortie il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que cette vidéo allait sortir le week-end. Sauf que quand je parle de week-end, je parle de dimanche, lundi, pas samedi, dimanche. Parce que moi, en fait, mes week-ends, c'est dimanche, lundi. Voilà. Et sur le coup, j'ai pas capté. Surtout que pour moi, les samedis, c'est des grosses journées, donc c'est pas du tout le week-end. Et j'ai toujours ce décalage où je réalise pas bien que quand je parle de week-end, c'est pas forcément le week-end pour les autres. Voilà. Bah, du coup, vous l'avez un petit peu en retard. Voilà. Mais pour moi, ça ne l'est pas. Écoutez, sur ce, je vous dis de très très bonnes lectures. J'espère que je vous ai montré vous plaira. Et puis, comme d'habitude, si vous connaissez déjà les lectures que j'ai faites, que je vous ai présentées, vous n'hésitez pas à en parler. Et puis, au fait, si y a des petites choses qui sont dans la région où j'habite et que vous aimeriez bien que je vous montre ou que je visite pour vous, ou que n'hésitez pas à me le dire non plus, hein, parce que après l'été, je vais reprendre mes petites visites, mon petit tourisme local, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Donc au cas où, et puis peut-être aussi vous connaissez des trucs, ou en tout cas dont vous avez entendu parler, que moi j'aurais peut-être pas forcément entendu parler, et puis voilà. Hein. C'est tout bénef des deux côtés. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.